Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 59. Aujourd'hui j'avais envie de te partager quelque chose de différent. C'est pas un épisode thématique, ni un épisode de conseil, ni autre chose, finalement c'est un épisode très personnel, ou du moins l'épisode le plus personnel que j'ai jamais enregistré. Et tu vas bien comprendre pourquoi. Parce que depuis quelques mois maintenant, voire même quelques années, t'es pas sans savoir que j'ai beaucoup évolué, j'ai vécu des remises en question profondes, des prises de conscience et j'ai eu envie de tout remettre à plat. Si tu viens d'arriver ici, bienvenue. Et si tu me suis depuis un moment, je pense que cet épisode va t'aider à mieux comprendre qui je suis aujourd'hui et pourquoi j'ai créé Postsun et maintenant à qui je parle réellement quand j'allume ce micro. J'ai longtemps cru que parler de moi c'était égoïste. Mais aujourd'hui, je sais que parler de mon histoire, c'est offrir un miroir à celles et ceux qui vivent la même chose. Alors j'ai envie de vous raconter mon histoire, celle d'une fille cartésienne, en quête d'amour, qui s'est longtemps perdue dans le regard des autres, avant de se retrouver dans le sien. Installe-toi confortablement, respire, et bienvenue dans cet épisode, l'épisode le plus personnel que j'ai jamais enregistré. Mais avant de commencer l'épisode, je tiens vraiment à ce que tu mettes 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et que tu t'abonnes. Ça m'aide beaucoup à impacter un maximum de personnes, alors je t'en remercie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas qui se cache derrière Postsun, Pauline, enchantée. Moi, je viens d'une famille, d'une enfance du moins normale, croyante et rationnelle. À l'heure d'aujourd'hui, quand je tourne cet épisode de podcast, j'ai 23 ans. Je vais sur mes 24 ans sur cette fin d'année. Et j'avais vraiment envie de te partager toute mon histoire. Aujourd'hui, je vais être vulnérable. Aujourd'hui, je vais te parler à cœur ouvert et peut-être que tu te reconnaîtras dans mes propos. Alors c'est pour ça que je vais faire cet épisode de podcast. Pour commencer, j'ai envie de te parler de mon passé parce que je trouve que c'est comme ça aussi qu'on se rend le plus compte de notre évolution. Et moi, j'ai un passé typique d'une cartésienne. C'est-à-dire que, en soi, j'ai rien d'extraordinaire, hein. J'ai rien vécu d'extraordinaire, de fou et tout dans mon enfance. C'est une enfance plutôt normale. Je vivais dans une famille plutôt croyante, un père protestant, une mère catholique, et j'ai eu les deux écoles. Voilà, j'étais assez rationnelle, j'étais dans une famille assez rationnelle, avec un environnement stable, sans grandes expressions émotionnelles. Moi, j'ai pas mal déménagé et on va commencer du coup là où je suis née, dans le Maine-et-Loire, à Angers plus précisément. Et du coup, on est resté quelques années ici. On a vite bougé pour aller en Basse-Normandie, où on y est resté plus de 10 ans. Ça a été une période assez difficile, la Normandie pour moi, parce qu'il y a eu des bons moments, il y a eu des moments plus compliqués. C'est là où tout a démarré. Il faut savoir que donc, je suis l'aînée d'une fratrie, il y a après moi un frère, et j'ai 2 sœurs aussi. J'ai longtemps dû m'occuper de mes frères et sœurs, ce qui paraît évident dans certaines familles, mais moi j'ai dû m'en occuper très tôt. J'ai eu ce rôle d'aînée trop responsabilisé. Je devais gérer beaucoup de choses, être forte, sans jamais craquer, et ce dès l'âge de 10 ans. Dès l'âge de 10 ans, ma mère me faisait confiance. Alors, j'étais très honorée qu'elle ait autant confiance en moi, dès mon si jeune âge. Mais finalement, il s'est avéré que ça en a laissé quelques séquelles, évidemment. Je devais m'occuper de mes frères et sœurs, souvent, le soir, tard. Et puis même quand ma mère s'occupait de d'autres enfants, parce qu'en fait, elle était assistante maternelle. Et ça, je pense que c'est le début des choses qui ont commencé à me faire souffrir. Et c'est-à-dire que derrière ça se cachait littéralement ma blessure d'abandon. J'avais, en plus de ça, mon papa qui était très peu présent physiquement parce qu'il faisait beaucoup d'allers-retours. Il travaillait à Lille, donc dans le Nord. Et de faire les allers-retours sur la semaine, donc il restait toute la semaine dans le Nord et il revenait le week-end. Ce qui était très perturbant parce que du coup, il n'était pas dans ce nid familial. C'était comme s'il était un peu sur le côté. C'était un peu bizarre. Et donc évidemment, moi j'ai pris ce rôle de mère très à cœur, de m'occuper de mes frères et sœurs, en faisant en sorte qu'ils ne manquaient de rien. Mais ce que je me suis pas rendu compte, c'est que à travers ça, ce rôle qu'on m'a imposé, ou du moins qu'on m'a gentiment prêté, déjà je l'ai gardé très à cœur, mais je me suis littéralement perdue. Je me suis abandonnée dans ce rôle. Ça a fait en sorte que moi je me suis plus occupée en fait de mes frères et sœurs, de tous les gens autour de moi, que moi-même. Et c'était là le problème. Comme je vous ai dit, mes parents étaient encore ensemble, ils sont pas divorcés. C'est juste au niveau du travail, mon père devait faire les allers-retours. Et alors, mon père était très absent physiquement la semaine et revenait le week-end. Et quand il était là, lui, il était émotionnellement disponible. Il profitait de nous, il jouait parce qu'il était content évidemment de nous revoir parce qu'on le voyait jamais. Et ma mère, elle, par contre, elle était toujours physiquement là, elle subvenait à nos besoins, plutôt matériels. Elle faisait en sorte qu'on manque de rien, de bien manger, de bien dormir, d'aller à nos activités sportives. Mais derrière ça, il n'y avait pas de lien réel, émotionnel. Quand tu commences à avoir tout ça qui te tombe un peu dessus en tant qu'aîné, c'est assez compliqué. Hein. J'avais l'impression d'être folle. Là, je vous cache pas, mes impressions, c'est vraiment, j'avais l'impression d'être complètement folle et de péter un plomb dans mon crâne. Parce que quand t'as 12-13 ans, là, comme ça, parce que bon, avec le temps, j'ai grandi quand même. Quand t'as 12-13 ans, tu te dis, mais c'est quoi ce mode de vie finalement? Mais vu que tu connais que ça, tu te dis que c'est la normalité et du coup, tu banalises ce genre de choses, alors que pas du tout. Et moi, je pétais des plombs tout le temps. J'étais vraiment fatiguée de devoir assurer un rôle de mère
qui n'était pas le mien. J'étais fatiguée de devoir faire beaucoup de choses alors que finalement j'avais juste envie d'être dans ma bulle, de pouvoir profiter par moments et c'était pas vraiment une enfance finalement reposante. Depuis l'âge de mes 4 ans et demi, 5 ans, je faisais du judo. Le judo a pris une place de plus en plus importante dans ma vie et au point du coup, dès ma 6e, j'ai commencé à faire du haut niveau. J'allais en sport-études. Donc c'est pile le moment où mon père est parti de la maison pour aller travailler dans le nord et ma mère s'est retrouvée un peu surmenée. Et donc moi je devais en plus jouer cette casquette de mère fictive de temps à autre, ce qui me fatiguait beaucoup, en plus du sport de haut niveau et des contraintes du sport de haut niveau. Si tu connais un peu le sport de haut niveau, tu dois t'en douter. Pour ceux qui ne connaissent pas, le judo demande beaucoup d'exigences, tant autant physique, mais aussi émotionnel, psychologique, mental. En fait, le judo, c'est un sport où, en fait, tu dois respecter déjà des catégories de poids, tu dois aller à des entraînements précis avec beaucoup d'heures d'entraînement, on se rend pas compte, mais ça fait beaucoup par semaine pour des jeunes enfants. On devait s'entraîner presque tous les jours, et des fois même 2 fois par jour. Et alors déjà, faire ce genre d'entraînement, c'est fatigant, et en plus de ça, devoir gérer tout ce que j'avais à gérer en dehors de tout ça, c'était très compliqué pour moi. Du coup, j'ai choisi de me réfugier. Je me suis réfugiée dans le judo, et c'est ce qui m'a tenue toute mon enfance. C'est ce qui m'a fait sortir la tête de l'eau, c'était ma soupape. C'était ma bulle. Et grâce à ce sport, déjà, j'ai eu une deuxième éducation que je n'ai pas eue avec mes parents. Ça m'a inculqué de la discipline, ça m'a inculqué de la persévérance. Déjà, tu vois, tous ces projets que je crée à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à ces valeurs. C'est pas du tout grâce à autre chose. J'ai toujours persévéré dans ma vie, j'ai été disciplinée et ça en paye ses fruits aujourd'hui. Toute cette mentalité, toute cette éducation, je la tiens de là et j'en fais ma force. Le judo m'a apporté des bonnes choses comme des mauvaises choses, je dirais. C'est comme dans tout, comme dans chaque éducation, tu me diras. J'ai choisi de garder que les bonnes choses. Et du coup, pendant ce sport, c'était compliqué parce que t'as aussi de la charge psychologique sur ton poids. Tu dois contrôler ton poids. Donc, j'étais baignée un peu que dans du contrôle, dans de l'abandon. Et tout ça a fait en sorte que je me suis mise dans une bulle. Je me suis toujours isolée, toute ma vie ça s'est résumé à de l'isolement finalement parce que j'étais bien qu'avec moi-même dans ma bulle. Et par moments j'avais même certains tocs, on va dire, des tocs où c'est très vulnérable tout ce que je te raconte là. Donc voilà, je te demande d'écouter ça avec beaucoup de bienveillance et si je te partage mon histoire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je sais que demain ça peut en aider certains. Du coup, comme je disais, j'ai eu beaucoup de tocs, j'ai eu beaucoup de choses où j'étais très angoissée, tu vois. J'allais vérifier 4 fois si j'avais bien fermé la porte de la maison parce que j'étais tellement surmenée que j'oubliais la moitié de ce que je faisais. J'étais surmenée émotionnellement, physiquement, j'étais fatiguée tout le temps parce que j'avais trop de charges sur mes épaules. Et personne prenait le temps de finalement m'écouter et je ne savais pas à qui me confier parce que personne ne pouvait comprendre littéralement ce que j'étais en train de vivre. Alors j'ai jamais vraiment consulté de psychologue ni de thérapeute, chose que j'aurais rêvé d'avoir à cette période-là, mais j'avais honte de demander cette aide-là. Mes parents n'étaient jamais disponibles, tant autant physiquement qu'émotionnellement. Donc pour moi, c'était inenvisageable que de leur demander d'avoir du temps pour moi, parce que je l'avais déjà fait et ils n'étaient pas disponibles. À l'heure d'aujourd'hui, je leur en veux pas du tout, parce que ça a fait en sorte que je me suis débrouillée par moi-même. Aujourd'hui, je sais pour quelles raisons j'en suis arrivée ici, tu vois. Mais j'ai beaucoup souffert. Toute cette santé mentale est en train de se détaboutiser et c'est pour ça que je fais ce genre de podcast, ce genre d'épisode de podcast, parce que pour moi, ça m'est ultra important. Et donc je me réfugiais dans cette bulle pour pas essayer de sombrer, on va dire. Et j'essayais de garder la tête en dehors de l'eau. Donc je faisais ce sport de haut niveau, ce judo, pour finalement me battre. Contre qui? Contre moi-même. C'est la question que je me suis toujours posée, mais c'était vraiment contre moi-même. Contre mes démons, contre mes émotions, mon trop plein d'énergie. J'avais envie de faire mal, j'avais envie de vraiment me battre. C'était des énergies hyper masculines, hyper dans la violence. Parce que j'avais de la haine en moi, j'avais beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Je savais pas comment l'exprimer, autre que faire du sport de combat finalement. Alors d'aujourd'hui, j'ai plus envie de faire du sport de combat et je vous raconterai ça dans la suite de l'épisode de podcast. J'ai plus forcément envie de me battre et tout parce que je suis littéralement alignée avec moi. Mais on se rend compte à quel point on peut être vraiment désaligné de soi quand on veut autant de violence ou autant se battre pour quelque chose. Parce que moi, c'était vraiment toute ma vie, c'était mon mantra. C'était vraiment, c'est la guerre et c'est seul contre tous. Vraiment. C'était ce genre de mantra que je me répétais tous les jours pour tenir. En fait, je savais pas comment faire. À l'âge de 12 ans, tu sais pas, tu t'inventes des mantras, tu t'inventes des trucs pour garder le cap et c'est difficile. Je vais pas m'éterniser plus sur tout ça, mais tout ça pour dire que le judo, c'était un échappatoire, mais je tombais aussi dans le contrôle, je tombais dans l'exigence, dans le dépassement de soi. Toutes ces choses qui font que forcément, t'as des moments où il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des extrêmes. Et ça a fait partie des extrêmes. Le contrôle, pour moi, ça a été très compliqué. La perfection aussi, parce qu'on te demande beaucoup d'être parfait, perfection de mouvement, tout ça. L'exigence, le poids, la catégorie à respecter, être ponctuel, machin. Toutes ces choses-là que tu apprends finalement, c'était un peu too much. Surtout que moi, je sortais d'une famille très dans le contrôle, très dans tout ça.
Donc c'était compliqué et en plus de ça, le judo n'a pas aidé sur le fait de parler parce que donc moi je viens d'un milieu où on parle pas beaucoup. La communication, la gestion des émotions, tout ça c'était inconnu dans ma famille. Et alors au judo, c'est pareil parce qu'au judo on dit en gros tu prends sur toi, t'as une entorse de la cheville, tu vas quand même combattre, tu fais un petit strap et c'est tout. On veut pas t'entendre ronchonner, on veut pas t'entendre te plaindre, t'y vas, c'est la guerre. C'est un peu ce mantra-là, je sais pas si tu comprends. Pour les judokas, c'est une évidence qu'ils comprennent. Pour les sportifs de haut niveau, j'imagine aussi. Mais pour les autres, j'espère que je suis assez claire dans ce que je décris. Non pas pour dire que j'ai vécu une enfance horrible, non. Mais que toutes ces choses, en fait, mis bout à bout, déjà, il y a eu beaucoup de traumatismes et beaucoup de choses que je négligeais et que je minimisais. Je disais souvent que j'avais pas beaucoup souffert, je me comparais forcément à des atrocités. Mais finalement, moi, j'ai pas vraiment vécu une violence physique, j'ai vécu une violence psychologique, une violence psychique, une violence que tu ne pourras jamais voir à l'œil nu, tu vois. Et c'est ça la différence. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à minimiser aussi dans notre société parce qu'on peut pas le voir, donc on peut pas le quantifier. Donc le truc important que je voulais te dire, c'est que moi j'ai grandi dans le faire. J'ai grandi dans faire des choses pour prouver ta valeur, il faut faire, prouver ceci, cela. Moi je devais faire sans arrêt pour mendier cet amour que je n'ai jamais eu. Je devais m'occuper de mes frères et sœurs. Pour moi, c'était une évidence que je m'occupais d'eux. Et derrière, on me donnerait peut-être un soupçon d'amour, mais que nenni, tu vois. Et du coup, je m'étais tellement persuadée qu'en faisant plus, j'allais mériter cet amour, que je suis tombée dans un cercle vicieux, tu vois. J'ai appris littéralement à performer, même avec le sport de haut niveau, c'était vraiment ça, c'était toujours faire mieux, meilleur, dans la perfection, mais jamais ressentir, jamais savoir si toi, en fait, au fond de toi, t'as vraiment envie de faire ça. Est-ce que c'est aligné ? Et finalement, j'ai jamais appris à être réellement moi-même. Je ne savais même pas qui j'étais, en fait. En dehors de ce sport, en dehors de tout ce qu'on me disait, je ne savais pas qui j'étais. Donc là, on était encore en Basse-Normandie. Quand il a fallu déménager, pour moi, ça a été terrible. Le déménagement, c'est encore un abandon. Pour moi, je les ai vécus comme des abandons. Puis après, j'ai accepté, j'ai commencé à bien aimer les déménagements et je les ai plus vécus comme des renaissances. Mais dans les premiers déménagements, et surtout celui de passer de Basse-Normandie à aller habiter dans le Nord, ça a été terrible. J'ai perdu toutes mes amies, j'ai perdu mes piliers, le judo, c'était mon seul repère et surtout ma bulle dans laquelle je me sentais bien. Dans mon milieu familial, c'était pas là où j'avais envie de rester. J'étais pas du tout famille, j'avais pas envie de rester chez moi, quoi. Et donc je suis partie à Amiens faire du judo en haut niveau. Donc moi j'étais à l'internat et tout, donc là c'est là aussi où ça a commencé à mettre d'autant plus de distance avec ma famille et c'est d'autant plus compliqué parce que moi j'avais envie d'être avec ma famille, je rentrais que le week-end. Et donc ça a été aussi très difficile parce que l'ambiance n'était pas à son apogée. Moi j'étais pas toute rose dans l'histoire, j'ai pas souligné, mais en fait je savais pas comment exprimer mon mal-être. Du coup je faisais subir ça et surtout à ma mère. J'avais beaucoup de rancœur envers ma mère qui je pense, la plus grande douleur pour moi, ça a été de voir ma mère limite s'occuper mieux d'autres enfants que de moi et que de mes frères et sœurs. Du coup, je lui ai fait subir ça pendant des années. Et j'arrivais pas à comprendre pour quelles raisons j'étais si triste, pour quelles raisons je passais mes nuits entières à pleurer dans mon lit, pour quelles raisons j'avais envie juste de quitter cette vie. Et en fait, avec du recul, j'ai compris. C'était ça. C'est de voir sa mère... entre guillemets, nous remplacer. Ça a été terrible pour moi. Et donc, évidemment, quand je rentrais de l'internat pour aller chez mes parents le week-end, parce que l'internat n'était pas ouvert le week-end, c'était jamais une ambiance folle. Je sais qu'au début, j'étais très heureuse et après, 3 heures, 4 heures, c'était une ambiance assez électrique, on va dire. Et du coup, moi, je repartais après faire ma petite vie à l'internat. Et dans le fond, j'étais profondément triste. Et j'étais jamais heureuse. J'ai jamais été heureuse dans mon enfance. Je baignais dans de la tristesse, dans de la solitude. Et aussi, moi, ça n'arrangeait pas, mais j'avais personne avec qui j'avais envie de parler de ça parce que pour moi, j'étais incomprise. Et donc, je m'isolais d'autant plus. Et c'est ça le problème, l'isolement, c'est vraiment un problème. Mais j'ai réussi quand même à faire face à ce genre de choses, et aussi parce que je vivais clairement dans le déni, je m'avouais pas à moi-même que c'était pas normal et tout. Mais c'était pour garder le cap, pour essayer d'avancer, parce que je savais une seule chose, c'était qu'à mes 18 ans, j'allais pouvoir vivre ma vie comme j'avais envie de la vivre en fait. Ensuite mes 18 ans, quand j'étais encore au lycée à l'internat, je faisais encore du judo. Puis au bout d'un moment, le judo, ça a commencé à me fatiguer, et puis je voyais que voilà, clairement, c'est pas que j'avais pas le mental, comme pourrait dire la moitié des judokas, c'est surtout que j'étais pas du tout alignée avec moi-même, j'étais complètement perdue, et ça se voyait clairement dans mon judo. Je savais même plus pourquoi je faisais du judo sur les fins d'année de lycée. Et j'avais qu'une envie, c'était de partir, aller faire mes études supérieures et aller le plus loin possible de mes parents. Finalement, c'est pas vraiment la solution de partir. Parce que partir, ça veut dire fuir la situation. Mais fuir, c'est pas toujours la bonne solution. Parce que quoi ? Parce que la vie fait que tu seras toujours amené à revivre les mêmes scénarios. Ou que tu sauras. Avec n'importe quelle autre personne, ça te rattrapera.
Et ça n'a pas manqué parce que quand je suis partie du coup à Bruxelles pour aller faire mes études de kiné, je pensais être libérée d'un poids, donc j'étais quand même soulagée parce que je voyais moi ma famille, moi j'avançais à mon rythme. Mais d'un autre côté, j'étais quand même triste tous les soirs. Je pleurais pour rien, pour aucune raison. C'est pas pour aucune raison, mais c'est-à-dire que on n'allait pas m'engueuler, on n'allait pas me dire quelque chose de méchant, j'allais me mettre à pleurer quand même. Enfin, c'est-à-dire que j'allais littéralement pleurer le soir sans avoir besoin de partir d'un seul sujet ou quoi, ou d'avoir une mauvaise nouvelle. Et ça, même moi, j'arrivais pas à l'expliquer. C'était assez bizarre parce qu'en plus, quand je suis arrivée à Bruxelles, du coup, j'étais ultra indépendante, ultra autonome, tout ce que tu veux. Au début, j'étais en mode on va pas tomber amoureuse parce que j'ai pas envie de souffrir et tout. Donc ça, c'est typiquement le langage d'une dépendante affective. Et donc, je voulais pas tomber amoureuse, je voulais rien faire, je voulais juste faire ma vie tranquille, qu'on me fasse pas chier. Finalement, il s'avère que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. J'ai quand même lâché prise parce que moi, ça, j'ai toujours eu du mal. Je me suis dit, bon, let's go. Je vais pas m'empêcher d'aimer quelqu'un toute ma vie, quoi. Et donc, je me suis laissée aller et ça a duré quand même 3 ans. C'était ma première grande relation. Il y a eu beaucoup de fusion, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de peur de perdre l'autre. Je me suis beaucoup rattachée à lui. Et je m'étais perdue carrément en lui. En fait, finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que toute cette dépendance, je l'avais construite autour du judo, qui était ma soupape. Le judo et aussi les gens autour du judo. C'était un peu ma validation. Je me sentais validée, je me sentais aimée par eux. C'était bien. Toutes ces choses-là que je suis allée chercher chez les autres, je n'arrivais même pas à me les donner moi-même. Et donc, c'est pour ça que je suis allée les chercher pendant le judo et qu'après, je les ai transmutées dans ma première relation. Ce qui n'a pas loupé, encore une fois, parce que je suis restée 3 ans, comme j'ai dit, avec cette personne. Ça a fait mes 3 premières années de kiné, donc tout s'est bien passé et tout. Moi, j'étais sur mon petit nuage, dans le gros déni, encore une fois. Bon, je continue à avoir mes moments où je pleurais. J'étais quand même triste, même s'il était là par moment. J'arrivais même pas à lui expliquer. J'avais un mal-être profond. Et le moment où lui, il a décidé d'arrêter parce que ça lui convenait plus la kinésithérapie et qu'il est parti du coup à l'autre bout de la France quand moi j'étais encore à Bruxelles, là ça a été un déchirement et ça a été du coup une réouverture de cette plaie de la blessure d'abandon une énième fois. Ça a été horrible pour moi. À la suite de ça, j'ai vécu une grosse dépression. Comme si j'étais dépossédée de moi-même, comme si j'avais plus de sens à ma vie. Et du coup, j'ai essayé de me relever, j'ai avancé parce que forcément, il a fallu que je me reconstruise dans une ville où j'avais tout fait avec lui. Donc ça, c'était terriblement dur, sachant qu'en plus, tous nos amis, on les avait en commun. Donc ça a été très très compliqué pour moi. Un effondrement total, la dépression, la perte de mes repères, avec un soutien extérieur de mes amis et tout, mais personne comprenait la souffrance que j'avais parce qu'en plus de base, moi, j'avais énormément de souffrance due au fait de ma blessure d'abandon. Personne n'aurait pu comprendre parce que moi-même, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Donc ça a été assez paradoxal et assez difficile à exprimer. Puis à la suite de ça, on était quand même en relation à distance pendant plusieurs mois, pendant 6 mois, 7 mois. Et c'était en janvier 2023, du coup, là où tout a commencé à changer. En janvier 2023, du coup, je devais aller le rejoindre dans le sud de la France pour mes vacances. C'était 2 semaines avant mes examens qui durent en Belgique au moins 1 mois, donc c'est très intense. Moi, je m'étais grave avancée et tout, et je devais aller le rejoindre dans les 2 prochains jours. Il m'a annoncé via téléphone, en pleine nuit, comme ça, quand on s'appelait, qu'il ne voulait pas que je vienne le voir. Parce que finalement, il ne m'aimait plus, machin, truc. Donc ça a été pour moi une profonde trahison et une injustice terrible, encore une fois, et ça a réveillé énormément ma blessure d'abandon, inévitablement. Pour moi, c'était le coup de couteau dans le dos, là. C'était terrible. C'est la plus profonde douleur que j'ai ressentie de toute ma vie. Et je savais que je pouvais pas tomber plus bas. Je savais que je pouvais pas tomber plus bas parce que j'avais jamais ressenti une telle douleur. Dans toute mon enfance, dans tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce jour, je n'avais pas autant souffert de toute ma vie. En à peine 4-5 jours, j'ai perdu 6 kilos. Je me nourrissais plus. J'avais qu'une envie, c'était de vomir en fait. Ça me dégoûtait cette situation. Et bien sûr, en fait, 2 jours avant, c'était mon anniversaire parce que moi, je suis née fin décembre. Et donc, avec mes parents, on s'était dit, on va faire un resto à cette période-là avant que je quitte. Et donc, on est arrivé à ce resto. C'était le pire resto de toute ma vie. Je m'en souviendrai comme si c'était hier. Je suis allée à ce resto et bien sûr mon frère commence à dire bon, on fait quoi, vous faites quoi cet été? Moi je vais aller faire ci, je vais aller avec mes amis faire ça. Et moi je me souviens, mais je me suis mise à pleurer, je m'étais effondrée littéralement parce qu'en fait j'avais plus aucun sens à ma vie, je savais pas ce que j'allais faire cet été en fait. Et ça m'angoissait aussi, je me disais en fait j'ai plus de repères, j'ai plus rien, mais je suis qui en fait sans cette personne? Et j'ai commencé à me poser cette question à ce moment-là en mode mais qui je suis? Et j'avais perdu littéralement toute mon identité parce que je l'avais fait reposer uniquement sur lui. Qui j'étais en fait sans cette personne? Ça c'est une question que je me suis posée, ça m'a retournée. Du coup ce restaurant n'a pas du tout été joyeux, je n'ai jamais autant pleuré qu'à ce restaurant-là je crois de toute ma vie. Voilà, c'était terrible, vraiment c'était terrible. Je rigole à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai réussi à traverser tout ça et c'était une folie. Genre même mes parents, je pense que ça devait être dur pour eux de voir leur fille dans un état pareil parce que là je me cachais plus. Là je me cachais plus et d'ailleurs mes parents ont été un réel soutien à ce moment-là et donc ça m'a fait du bien et c'est là aussi où j'ai commencé à retisser des liens avec eux parce que je m'étais beaucoup éloignée avec toutes ces souffrances. Donc finalement c'était un mal pour un bien et je commençais à le voir.
Je me disais bon bah c'est un mal pour un bien. Il s'avère que du coup je suis restée à Bruxelles, je suis restée avec mes parents pour les fêtes et tout, et après je suis partie faire mes examens. J'ai réussi pour l'update, j'ai quand même réussi à faire tous mes examens et j'ai validé tout du premier coup, sachant que j'avais quand même beaucoup d'examens. Donc ça, c'était le petit update. Je me répétais beaucoup de phrases. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je me motivais. J'étais intransigeante avec moi-même. En fait, c'était vraiment mes derniers examens de mes 4 années de kiné qui se basaient sur ce mois-là. Donc c'était soit je fous tout en l'air, j'allais au rattrapage et le diplôme, je l'avais plus tard, soit je réussis tout et tant mieux. Du coup, je me laissais pas le choix. Je me disais clairement que voilà, j'ai pas fait tout ça, ces 4 années, pour tout foutre en l'air au dernier moment ou juste où on me quitte. Je me suis dit, c'est inenvisageable. Et du coup, j'étais vraiment fière de moi parce que j'ai réussi ces examens. Je me suis rendu compte d'une chose, du coup, à la fin de toute cette histoire, au début, du coup, de mon renouveau, c'était que finalement, c'était dans ma plus grande chute que j'ai commencé à me rencontrer. Et la dépendance affective, c'est quand tu cherches chez l'autre ce que tu n'as jamais appris à te donner toi-même. Parce que finalement, derrière tout ça, je ne cherchais que l'amour, l'approbation et la validation de l'autre. Et ces choses-là, c'était parce qu'on m'avait jamais appris à me les donner à moi-même. Et c'est parce que je ne m'étais jamais autorisée à me les donner à moi-même. Depuis ce jour, depuis ces examens, du coup, j'ai repris grave confiance en moi. Je me suis pas lâchée, vraiment, je me suis pas lâchée. J'étais vraiment en mode on lâche rien. Mental de guerrière était en train de revenir. Après la dépression, après le trou noir, là, c'était vraiment pour moi ce que j'appelle une nuit noire de l'âme. En spiritualité, c'était vraiment la plus dure période de toute ma vie jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc après, j'ai quand même voulu reprendre confiance en moi. Donc j'ai commencé à sortir, j'ai fait la fête, j'ai dragué à droite à gauche, ceci, cela. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je plaisais encore. Parce qu'évidemment, quand une personne te fait ça, tu te dis, mais en fait, on m'aime plus, je vaux plus rien. Surtout quand t'es dépendant affectif. Tu veux aller savoir si tu plais encore, t'as besoin de cette validation extérieure, du coup je suis allée la chercher et je me suis rendu compte que si, en fait on m'aimait encore. Puis je me suis rendu compte que finalement c'était pas la bonne chose que de mettre ça dans des relations extérieures, surtout que c'était que des relations toxiques, c'était des gens qui n'avaient pas les mêmes intérêts que les miens. Et du coup finalement ça m'est passé, ce genre de délire, de faire la fête, d'aller plaire à droite à gauche. Et vient ensuite ma fin d'année de kiné où j'ai eu ma remise de diplôme et tout. Et quand j'ai su ça, j'étais vraiment la plus heureuse parce que pour moi, c'était un accomplissement et personnel et professionnel du coup. Et que j'avais rien lâché, c'était surtout ça. J'étais vraiment très reconnaissante. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que mon travail a porté ses fruits. C'est que j'étais arrivée 4e de toute ma promo. Et moi, je visais je voulais absolument avoir une bonne place. Et pour moi, c'était en mode... Let's go girl, genre vraiment faut que tu te prouves à toi-même que tu en es capable. Et c'était clairement ça. D'ailleurs, toutes mes notes de mon premier trimestre, là, de tous mes autres examens que j'ai dû faire juste après ma rupture, j'avais excellé partout. Je pense que ma pire note, c'était genre 16. Et pour moi, c'était tellement un accomplissement dans ce trou noir que j'étais en mode yes, genre tu l'as fait. Tu t'es battu quoi. Pour moi, c'était un accomplissement. Du coup, suite à tout ça, j'ai commencé à énormément travailler sur moi. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de podcasts, des choses que je ne faisais pas forcément avant. Et un jour, je commençais à avoir plein de prises de conscience et tout. Et là, je me suis dit dinguerie. Et du coup, j'appelle ma mère, celle à qui j'ai dit d'ailleurs en première que on m'avait larguée. J'ai dit écoute maman, là, je suis en train de renaître de mes cendres. J'ai l'impression de renaître. C'est trop bizarre la sensation. Et c'était littéralement ça. J'étais en train de me métamorphoser, de passer de ce mode survie à ce mode vie et s'écouter finalement, être dans l'être. Et donc voilà, à la suite de tout ça, donc j'ai déménagé, je suis partie à Toulouse, j'ai commencé à tester une nouvelle vie, une vie qui me correspondait plus. Enfin, c'était vraiment la renaissance. Et c'est de là aussi où j'ai eu envie de partager finalement tout mon chemin de vie, ce que j'ai vécu, pour pouvoir aussi détaboutiser ça et faire prendre conscience aux gens que finalement t'es pas tout seul en fait dans ce genre de situation, à penser de cette manière-là quand tu dois te remonter du trou, quand tu dois te sortir de toute cette situation seule finalement, parce que j'ai bien compris que les autres ils sont là, ils sont très gentils, ils peuvent t'épauler, mais personne pourra te sortir de cette situation à part toi, tu vois. Il y a jamais personne qui pourra passer à l'action à part toi. Si tu décides pas de changer, tu changeras jamais. Et ça j'ai bien compris. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs j'ai lancé ma chaîne de podcast Pause Sun, donc que t'écoutes à l'heure d'aujourd'hui. On est au 59e épisode, tu vois. J'ai jamais lâché ce podcast qui est pour moi une évidence. C'est pour moi une évidence. C'est un peu mes partages, mon journal intime, parce que moi j'écris pas trop, je préfère parler. Mon journal intime de comment j'avance, de comment je grandis. Et j'aime partager ça, avec beaucoup de vulnérabilité et d'authenticité. Du coup, à la suite de ça, j'ai été diplômée kiné, j'ai commencé à faire ma première expérience de vie. Je me suis dit, super, j'aime bien, mais au bout de 2 mois, je savais déjà que je voulais pas faire ça toute ma vie, ça me gavait un peu. Pour quelle raison ? Tu vas me demander. Tout simplement parce qu'en fait, j'en avais marre d'entendre des gens s'apitoyer sur leur sort. C'était assez paradoxal parce que moi, je venais sortir aussi d'un truc où je m'étais un peu apitoyée sur mon sort. Mais après,
J'en ai eu marre. Je me suis dit non, mais si tu veux changer, en fait, dans ton mindset, tu dois être en mode je veux changer, quoi. Donc si je veux guérir, c'est je veux guérir. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment perturbée. Je m'étais dit mais c'est pas possible, c'est pas ça que j'ai envie de faire finalement. Et de là, j'ai commencé à vraiment travailler, à réfléchir sur tout ce qui était aspect santé mentale et tout, parce que ça aussi, ça faisait partie d'un des problèmes phares des pathologies à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les AVC, tout ce qui est cancer, tout ça, pour moi, ça sort pas de nulle part. Oui, c'est héréditaire, mais pour moi, c'est pas juste parce que c'est héréditaire et que c'est physique. Pour moi, c'est aussi lié à des croyances limitantes, des schémas répétitifs de génération en génération, des traumas transgénérationnels, des douleurs enfouies, des émotions refoulées. Pour moi, c'était lié à tout ça. Bon, j'arrivais pas à l'exprimer aussi bien que maintenant parce que j'avais pas autant de recul et tout, mais je savais qu'il y avait une dimension psychologique derrière tout ça. Et donc, c'est ce pourquoi j'ai commencé à prospecter sur plein de formations et tout. Et dernièrement, en mars 2025, j'ai commencé à me former en parallèle du coup de mon travail pour devenir coach de vie. Donc pour moi c'était hyper important, vraiment hyper important de maintenant, après avoir travaillé sur moi, de m'être relevée de tout ça, parce que ça a été un vrai merdier, c'était vraiment terrible pour moi, de transmettre finalement ça et d'aider les gens à s'auto-coacher, à avancer, à travailler sur eux, à sortir de cette dépendance affective, de cette blessure d'abandon, de sortir du fait que on a une mauvaise relation avec nos parents, mais en fait je me suis rendu compte aussi en tant que kiné que la vie n'est pas éternelle. J'ai vu la mort devant mes yeux, j'ai vu des patients regretter leurs actes, aussi avoir des remords, j'ai tout vu, et tout ça j'ai eu la chance de le vivre en tant que kiné. En fait, si t'es pas dans le domaine médical, tu vois pas tous ces genres de choses. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est qu'entre-temps, du coup, le coaching de vie, c'était en mars dernier, donc c'était encore cette année. Il y a maintenant un an tout pile, j'ai déménagé en Martinique. Donc maintenant, ça fait 1 an que j'habite en Martinique. Donc après Toulouse, je suis partie en Martinique avec mon nouveau compagnon, que j'ai rencontré à Toulouse, que j'ai rencontré finalement après un énorme travail sur moi, un début parce que j'avais pas fini. Bien sûr, le travail sur soi, c'est une quête d'une vie, mais c'est-à-dire que là dernièrement, j'ai encore plus travaillé sur moi avec la formation de coaching de vie. Mais du coup, oui, je l'avais rencontré dans cette dynamique, et tu peux te poser comme question, est-ce que je peux comprendre aussi ? Ouais, mais comment on fait après avoir vécu tout ça, en plus quand on a mis le doigt sur le fait qu'on est dépendant affectif, comment on fait pour se remettre en relation avec quelqu'un sans projeter nos peurs, sans projeter nos blessures ? C'est pas facile, en effet. Sache que déjà, tu rencontreras toujours une personne qui aura la même blessure que la tienne. Parce que l'autre est ton miroir, et parce que c'est comme ça que vous allez vous compléter. Moi, je sais que mon compagnon, à l'heure d'aujourd'hui, il a la blessure d'abandon comme la mienne. Elle est pas autant marquée, parce que moi, à l'époque où je l'ai rencontré, j'avais déjà bien atténué. À l'heure d'aujourd'hui, elle est plus faible. Moi, je parle vraiment en intensité, mais avant, c'était terrible. C'était vraiment très toxique, mes relations. Et j'ai tout fait vraiment l'autre, bref. Ça, on pourra en faire un autre épisode de podcast si vous souhaitez. Du coup, comment faire en fait pour aller dans une nouvelle relation quand on a conscience de tous nos schémas et tout, toxiques et tout ? Déjà, c'est d'être honnête avec l'autre, je dirais. Bon, de base, je devais pas forcément partir dans cette dynamique-là, mais on va partir dans cette dynamique-là. Mais je dirais, d'être honnête avec l'autre et de commencer à mettre noir sur blanc le fait que, t'es en train de travailler sur toi, t'as conscience de tes schémas, t'as conscience que t'as été dépendant affectif et que, à tout moment, il peut y avoir des attitudes qui reviennent, mais vraiment entamer à avoir une bonne communication dans ton couple pour mettre les choses à plat dès le début. Pour moi, c'est vraiment primordial. Ça n'a pas loupé parce que là, on est 1 an après, on est toujours ensemble. C'est ça aussi ce que je voulais vous dire. En fait, moi, je suis partie en Martinique avec lui, ça faisait à peine 1 an qu'on était ensemble. On n'avait jamais vécu ensemble. Donc à tout moment, ça pétait. C'était un peu un test, mais je me suis dit, quitte à faire un test, autant le faire dès le début, comme ça on sait si ça va fonctionner. Parce que moi, je vais pas perdre mon temps. J'avais pas le temps, moi. Et du coup, ça a pas manqué parce qu'au début, ça a été très compliqué, évidemment, pour l'adaptation et tout. Et moi, il y a eu beaucoup de blessures qui se sont réveillées. Du coup, heureusement que j'ai tout posé à plat, j'ai dit noir sur blanc mes blessures. J'ai été vraiment très honnête et vulnérable avec lui. Et ça s'est très bien passé. À l'heure d'aujourd'hui, on est encore ensemble et on vit ensemble. Il a suivi toute mon évolution. Et donc, entre-temps, j'ai rejoint l'académie de coaching qui a été incroyable. C'est le meilleur choix de toute ma vie, je pense. Après celui de m'être relevé de cette nuit noire de l'âme. Et vraiment, ça a été une révélation et surtout un accélérateur, un énorme coup de boost dans ma progression personnelle parce que sur les premiers mois, j'ai énormément travaillé sur moi parce qu'évidemment, j'avais pas tout guéri et ça m'a allégé de beaucoup de poids, surtout des poids transgénérationnels parce que moi, je gardais encore beaucoup de poids transgénérationnels jusqu'à aujourd'hui. Et dernièrement, je me suis beaucoup ouverte à la spiritualité, à l'intuition, à la connexion avec moi. Vraiment, je suis énormément alignée. Et aujourd'hui, je cherche plus à comprendre la vie, je la ressens, je la vis pleinement. Et ça, je suis fière de vous le dire aujourd'hui parce que ça a été vraiment une quête de longue haleine pour ma part. Donc voilà toute mon histoire. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce que je suis vraiment en mode
Je me suis relevée en fait de tout ça. Et si je disais ça à la moi d'avant, mais elle n'y aurait pas cru une seule seconde. Vraiment, elle n'aurait pas cru une seule seconde. D'ailleurs, j'en ai discuté avec mon frère. Bon, ma relation avec mes frères et sœurs a été aussi compliquée parce que je m'étalerai pas là-dessus, mais dans mon enfance, j'étais tellement insupportable et j'étais tellement, en souffrance que tout le monde le voyait et ça mettait quand même une mauvaise ambiance et j'arrivais pas à l'exprimer. Qu'ils l'ont subi aussi, évidemment. Vu que c'était une ambiance familiale. On en est venu à beaucoup parler ensemble et tout, et maintenant on a tous des relations très fusionnelles, mais avant ça n'avait pas été le cas. Et mon frère m'a dit dernièrement, ouais, tu sais que j'aurais jamais mis une seule pièce sur toi. Et ça m'a fait vraiment doucement rire parce que même moi je savais pas où j'allais, mais je savais que j'allais me relever. Au plus profond de moi-même, je savais que j'allais me relever de toute cette situation. Je savais pas comment j'allais faire, mais je savais que j'allais y arriver. Et j'ai réussi aujourd'hui, donc je suis très très fière de vous partager tout ça. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, quand tu m'écoutes, du moins on est en octobre 2025, donc je suis encore en Martinique. Et ce pour une durée indéterminée, peut-être encore 1 an, peut-être quelques mois, on sait pas trop. Mais moi, il faut savoir du coup que je suis une âme vagabonde et j'aime voyager, j'aime déménager maintenant, alors qu'avant c'était une horreur pour moi. Parce que ça signifie aussi abandonner ma vie d'avant, abandonner mes amis. Et finalement, pour moi, c'était inconcevable. Alors que maintenant, je sais que c'est pas abandonner, c'est partir pour mieux les retrouver. Et dans la vie, ça permet aussi de faire du tri avec les relations qu'on a. Ça permet de garder aussi des liens forts, parce que moi j'ai des liens forts et toutes mes amies sont finalement en métropole. Mes liens très très forts et ça ne manque pas grâce aux réseaux sociaux, grâce à la technologie d'aujourd'hui. On peut s'appeler et tout. Bon, mis à part avec le décalage horaire. Pour finir sur mon histoire de vie jusqu'à maintenant, parce que je vous ferai sûrement d'autres updates dans quelques années ou dans quelques mois si ça bouge beaucoup. Moi, je suis vraiment passée par beaucoup de phases dans ma vie et je suis partie surtout de la raison, du fait que j'étais cartésienne au ressenti, aux émotions, aux énergies. À l'heure d'aujourd'hui, je ressens l'énergie. Je rentre dans une pièce, je sais tout de suite l'énergie qu'il y a, je sais tout de suite s'il y a des tensions ou pas, je le sens en fait, c'est au plus profond de moi-même. Dans mes coachings, c'est comme ça aussi, je sens tout de suite tout. Je ressens en moi la souffrance, je ressens en moi les difficultés de mes coachés. Et j'ai réussi surtout à passer de la peur de manquer à l'amour de moi-même. Et ça, c'est tellement le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie, vraiment. Et le plus beau de toute ma vie, c'est vraiment la dépendance à la liberté intérieure. Ça, franchement, personne ne pourra me l'enlever. Et je suis très fière aussi de l'avoir vécu tout ce cheminement aux côtés de mon compagnon qui a vu de là où je suis partie. Il n'a pas vu ma nuit noire de l'âme, mais je lui ai raconté, je lui ai montré des textes, parce que moi j'écrivais beaucoup à cette période-là, tellement j'étais au fond du trou et je savais pas à qui me confier. J'ai lu beaucoup de passages de mes moments difficiles et je suis vraiment très contente parce que finalement c'est comme ça aussi qu'on attire à nous de bonnes personnes quand on commence vraiment à s'aligner et à s'écouter. Voilà. Si aujourd'hui j'ai fait cet épisode de podcast, c'était dans le simple but de t'aider à prendre conscience que si t'es dans la même situation que j'étais il y a quelques années, c'est pas une finalité. C'est à toi de faire le choix de sortir de là, c'est à toi de te bouger, c'est à toi de vraiment prendre les rênes en fait de ta vie. Et si tu le sens, si aujourd'hui tu t'es reconnu dans mes propos, dans tout ce que je t'ai partagé, sache que aujourd'hui moi j'ai choisi d'accompagner des femmes, des hommes aussi, comme toi, à se libérer de la dépendance affective, à se libérer de ces schémas répétitifs, de cette blessure d'abandon, de ces souffrances transgénérationnelles et à retrouver cette puissance intérieure, ce soleil intérieur, cette joie de vivre. Pour moi, c'est tellement une mission. C'est ma mission de vie. C'est mon âme qui parle. Là. Toi-même, tu dois le sentir. J'ai déjà aidé beaucoup de personnes. C'était incroyable. C'est juste une dinguerie. Tous les changements, les transformations que j'ai eues en si peu de temps. Du coup, si t'es intéressé pour te faire coacher à l'heure d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit message en commentaire. Ou sinon, tu peux aller sur mon compte Instagram, Pause Sun, pause comme une pause, Sun. Tu m'envoies un petit message pour me dire que t'es intéressé pour avoir un petit suivi. Ce serait avec grand plaisir que je t'accompagnerai dans cette belle aventure qui est l'amour de soi et la quête personnelle. Du coup, voilà, toute l'identité, toute mon histoire qui se cache derrière maintenant Pause Sun. Ça fait quelques années maintenant que j'ai créé Pause Sun, tout cet univers. Je suis très très fière. Je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer en créant cette page Insta, en créant cette page YouTube. Et finalement, ça m'a amené à une quête de moi, à me trouver finalement derrière tout ça. Et passer du coup d'une personne complètement dépendante affective, dans ses blessures, dans ses schémas, dans cette toxicité, à coach en amour de soi. Et finalement à accompagner des gens qui, comme moi, souhaitaient du plus profond de leur cœur avancer et être guidés. Un petit update rapide, vu que déjà, si tu as écouté l'épisode de podcast jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, je t'en remercie.
Et je voulais, du coup, pour toi et pour toutes les personnes qui m'écouteront jusqu'à ce moment-là, je voulais juste mentionner un petit bonus. En ce moment, je suis en train de travailler sur ma future formation. Ça va être un banger, ça va être une dinguerie. Vraiment, j'y mets toute mon âme, j'y mets tout mon cœur, j'y mets tellement de choses. J'aime me former, j'ai pris encore 50 formations que je vais mettre dedans. J'arrête pas. Quand je finis une formation, je recommence une autre. Après ma formation de coaching qui va bientôt s'arrêter la fin d'année, je vais déjà enchaîner avec une autre. Vraiment, moi, ça me fait rire et je vis pour ça en fait. J'ai compris ma mission de vie. Depuis tout à l'heure, je vous parle avec le sourire aux lèvres. Mais en fait, de vous raconter tout ça, je me rends compte du chemin que j'ai fait et c'est juste fou. Donc, merci. Merci d'être là, merci pour toutes les personnes qui m'écoutent depuis des années, merci pour celles et ceux qui m'ont rejoint dernièrement. Merci en fait, du plus profond de mon cœur, d'être là, d'écouter, d'évoluer avec moi, parce qu'on est humain, parce que c'est ça qui me fait vibrer, le contact humain et l'amour inconditionnel. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux, je suis très émue de cet épisode de podcast qui est pour moi, je pense, l'un des épisodes les plus émouvants, les plus authentiques de ma chaîne. Ça sera et ça restera un épisode phare de Possun Podcast. En tout cas, si tu te reconnais dans mon histoire, souviens-toi que tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Tu as juste besoin de te retrouver. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, alors n'hésite pas à t'abonner à Possun Podcast. Parce qu'ici, on apprend à s'aimer sans dépendre des autres. Je te laisse sur ces belles paroles. J'ai énormément de frissons. Je suis remplie de gratitude. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te promets un autre épisode après, peut-être pas aussi émouvant. Peut-être pas autant vulnérable, parce que là, on ne pouvait pas faire plus. mais tout aussi bien. On se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, prends bien soin de toi. Gros bisous, ciao ciao.